France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Vous voulez dénigrer un ennemi politique pour le faire tomber, décrédibiliser un journaliste qui travaille à une enquête contre vous, vous voulez jeter l'opprobre sur une personne qui doit témoigner contre vous, semer le doute sur une ONG, un lanceur d'alerte, vous voulez faire basculer une élection, il y a des gens qui savent faire ça, dont c'est le métier, qui savent créer de fonds comptes, bousculer les réseaux sociaux, acheter des témoins. L'industrie de la désinformation est partout. L'enquête dévoilée ces 3 derniers jours par Forbidden Stories et le consortium de journalistes dont Radio France est édifiante, et on y revient dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Sierra Leone et vous verrez la place que prend la musique et surtout les fanfares dans ce pays qui sort péniblement de temps de massacres et de guerre. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Lejeune a trouvé des retraités chinois qui manifestent contre la réforme de leur sécu, un train de produits chimiques qui déraille et qui inquiète surtout beaucoup aux États-Unis, et puis le Japon donc qui découvre qu'il a 7273 îles de plus que ce qu'on pensait. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin depuis Bruxelles. Comme chaque jeudi, nous allons parler d'avoir russe. Ce soir, 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Et cette question, avant la conférence de sécurité de Munich, Macron a-t-il changé pour de vrai sur l'Ukraine ou pas? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Laurent Richard. Bonsoir. C'est vous le directeur du consortium Forbidden Stories. Vous êtes journaliste, producteur de documentaires. Frédéric Mettezo est là avec nous aussi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Correspondant à Jérusalem pour France Inter et très impliqué dans cette enquête de Forbidden Stories. Ça fait 3 jours maintenant que vous nous dévoilez, grâce à Forbidden Stories et au consortium, donc 3 jours que nous saute à la figure, grâce à vous, jusqu'à quel point l'industrie de la désinformation va très loin et ce qu'elle est capable de faire. Ce soir, nous allons, si j'ose dire, ramasser un peu ensemble ce qui a été dévoilé ces 3 derniers jours. Il y en a, vous en avez sous le pied d'ailleurs encore. Peut-être que vous nous en donnerez un tout petit bout pour comprendre l'ampleur. Frédéric, vous nous raconterez notamment comment vous êtes entré dans ces usines à désinformation. Laurent Richard, avant cela, puisque chaque histoire de Forbidden Story, derrière chaque histoire, il y a d'abord un ou une journaliste qui a été soit empêchée, soit tuée. Et ça commence là aussi, de cette manière-là. Il faut lui rendre hommage et il faut dire son histoire. Ce qui démarre toute cette enquête, c'est une femme. Elle est indienne. Elle s'appelle Gauri Lankesh. Elle a été assassinée en 2017. Gauri Lankesh a été assassinée en 2017 et c'est effectivement le point de départ. C'est le point de départ de chacune des enquêtes de Forbidden Stories parce que notre mission consiste à poursuivre les enquêtes des reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, pour poursuivre leur travail et faire en sorte que l'information qui devait rester cachée, qui devait être censurée, soit finalement portée à la connaissance de tous. Et donc c'est ainsi qu'on a commencé à poursuivre le travail de Gauri, assassinée alors qu'elle s'apprêtait à publier un dernier édito qui s'appelait à l'ère des fake news. Et Gauri Lankesh, qui avait 55 ans, qui vivait à Bangalore, était depuis des années déjà la cible d'un harcèlement en ligne. On l'a traitée de prostitute, elle s'attaquait à la désinformation mise en place par le parti au pouvoir nationaliste hindou, le BJP. Elle dénonçait et elle enquêtait sur les réseaux de trolls, sur les usines à mensonges. Et puis, elle l'a payé très cher. 17 personnes sont suspectées d'être derrière son assassinat. Mais seuls ceux qui l'ont tué sont en prison, de fait. Seuls ceux qui l'ont tué sont en prison et celui qui appuie sur la gâchette faisait partie du crime organisé. On sait que le commando qui était après elle a été d'une certaine façon brainwashé puisqu'on leur a montré des vidéos tronquées de Gauri Lankesh dans un discours où on a enlevé des extraits de son discours pour la faire passer pour une anti-BJP. Et donc ça a participé donc à l'exécution de Gauri. Mais donc, ça continue d'ailleurs, non? Autant que je sache, d'ailleurs, le dénigrement ne s'arrête pas après la mort de quelqu'un. En l'occurrence, s'il faut salir son image jusqu'au bout, ça continue aujourd'hui encore, autant que je sache. Oui, c'est-à-dire que ça continue parce que derrière, ce sont des armées, et on en reparlera plus tard, des armées de bots, d'avatars, de personnes qui n'existent pas et qui sont là, payées à la commande, qui sont en fait des robots et qui sont là pour salir une réputation. Et c'est ainsi, d'ailleurs, quand on regarde
de près le profil des journalistes assassinés ces dernières années, souvent, une fois sur 4, en réalité, les journalistes qui ont été assassinés étaient d'abord harcelés en ligne, comme Gabriel Ankesh l'était, comme Daphne Caruana Galizia l'était, comme Jamal Khashoggi aussi l'était auparavant. Il y a elle, il y en a d'autres. Je pense à Maria Ressa, par exemple, qui désormais vit protégée aux Philippines, qui a découvert elle aussi les fermes de trolls de Duterte. Elle est aussi prix Nobel de la paix. C'était en même temps que Dimitri Muratov. C'est important. Ce que ça veut dire, c'est que on va appuyer sur Israël dans un instant avec Frédéric, mais on est en Inde, on est aux Philippines, on est aux États-Unis, on est en Arabie Saoudite, on est en Espagne. On est rigoureusement partout. Oui, c'est-à-dire que la désinformation, elle a vraiment changé d'échelle en quelques années. On est face à une industrie de la désinformation. Il y a un rapport d'Oxford qui est sorti l'an dernier qui explique que 81 pays ont recours à des sociétés privées pour pratiquer, pour produire de la désinformation. Donc là, on parle en fait d'une rencontre entre deux industries. D'un côté, celle de la cybersurveillance et de l'autre, celle de l'influence. Et ces deux industries ont donné naissance à ces groupes qui produisent la désinformation en allant cibler, en hackant, en s'infiltrant et en détruisant les réputations. Et c'est comme ça qu'on détruit aussi d'une certaine façon les journalistes, en détruisant et en salissant leur réputation sur Internet. Détruire une réputation, influencer une élection, faire basculer une opinion. On a l'impression, quand on vous lit et quand on écoute Frédéric, que c'est presque à la carte, en fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous le donne. En fait, tout est possible. Oui, il suffit de payer très cher. Ouais. Et je pense que Frédéric va en reparler tout à l'heure. Mais durant l'infiltration de Frédéric et des journalistes de Haaretz, je crois qu'on vous a proposé un tarif de 6 millions d'euros pour aller influencer une campagne dans un pays en Afrique. Donc que l'on soit un acteur public ou un acteur privé, si on a de l'argent, aujourd'hui, on peut s'offrir effectivement une campagne de désinformation et aller déstabiliser son concurrent dans un secteur commercial ou son concurrent dans un secteur politique. Mais ce que ça veut dire, Laurent Richard, et on va se tourner vers vous dans une seconde, Frédéric, ça veut dire que si moi, j'ai décidé de ruiner la réputation de Frédéric, par exemple, pour avoir son boulot, et que j'ai de l'argent, effectivement, à donner, comment ça se passe ? On arrive à moi et on va me dire, voilà comment on va faire, pour telle et telle chose, voilà combien ça va vous coûter, donc dénigrement sur le net, pour une tribune contre lui, voilà combien ça va vous coûter. Est-ce que c'est, aussi simple que ça ? C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on va vous proposer souvent un algorithme et une technologie hyper puissante qui est capable de créer des milliers d'avatars tous les jours. Des personnes qui n'existent pas, vous pensez qu'elles existent, elles ressemblent à des personnes qui pourraient être vos amis sur Facebook, mais qui vont salir votre réputation demain et qui vont le faire de manière harmonisée, synchronisée sur tous les continents, sur toutes les latitudes. Donc c'est aussi, la désinformation a changé d'échelle parce que la technologie le permet aujourd'hui. Et ces industries-là, et notamment ces officines qui sont basées en Israël, où il y a vraiment une culture et une industrie du cyber-renseignement et des technologies et des cerveaux très câblés, comme on dit, pour produire ce type de service-là. C'est une industrie ultra puissante où il y a beaucoup d'argent à se faire parce que les États sont prêts à payer très cher pour ce genre de service. Alors vous, Frédéric Mettezo, lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un qui vous permet d'entrer dans le Team Roré, qu'est-ce que vous dites en fait ? Vous arrivez en disant, voilà, moi je voudrais influencer telle et telle chose pour un pays, qu'est-ce que vous me proposez ? Comment ça marche quand on rentre à l'intérieur ? C'est aussi simple que ça. Une fois passé les présentations d'usage, sachant que ces gens ne donnent qu'un pseudonyme et au début sur Zoom cachent leurs photos, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et c'est aussi simple que ça. Nous souhaitons influencer, nous souhaitons influer sur un scrutin dans un pays d'Afrique. Il va se passer dans tant de temps. Quel est votre catalogue ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quel scénario vous proposez ? C'est aussi simple que ça. On va voir des marchands. C'est comme si on veut acheter une voiture et on vous dit quelles sont les options que vous souhaitez. Est-ce que ils vous demandent pourquoi, qui vous êtes, etc. ou tout ça est totalement n'a aucun sens, comme quand on achète une voiture, effectivement, peu importe qu'on soit représentant de commerce ou journaliste, peu importe, on vous demande même pas d'où vous venez et pourquoi vous avez envie de faire ça. Non, vous savez, il y a une expression... Au contraire, d'ailleurs, j'imagine, peut-être. Oui, c'est un milieu où on pose pas beaucoup de questions, on va à l'essentiel. C'est un peu, pour reprendre un slogan connu, don't ask, don't tell. De toute façon, faut savoir que c'est en marge de la légalité, voire complètement en dehors de la légalité. Donc ce sont des gens qui n'ont pas intérêt à trop en demander, et moins ils en demanderont, moins on leur en demanderont. Et en même temps, c'est du business. Et en même temps, moi j'ai été frappé dans tout ce qu'on a pu entendre sur France Inter jusque-là, et notamment les extraits que vous avez donnés en micro caché, je les ai trouvés extrêmement bavards, parce que pour vendre ce qu'ils sont capables de faire, ils vous racontent aussi ce qu'ils ont déjà fait, ce qui est quand même assez édifiant. Il y a plusieurs choses. D'abord, on est dans un univers très masculin. Ouais. Donc ensuite, dans un univers, ils sont anciens militaires,
militaires ou anciens des services de renseignement israéliens. Donc il y a cette espèce de camaraderie un peu virile. Ensuite, et c'est pas du tout un cliché, les Israéliens sont plutôt des gens assez beaux parleurs. Ils ont ce qu'on appelle la chutzpah. La chutzpah, ça veut dire ils ont des tripes. C'est un peu des grandes gueules. Ajoutez à ça qu'au bout, il y a peut-être 6 millions d'euros à se faire. Ils sont là pour séduire le client. Parce que, évidemment, le client dont j'étais le représentant virtuel, évidemment, eh bien, je leur avais expliqué qu'il y avait d'autres sociétés qui étaient mises... que vous les avez mis en concurrence, en fait. Ouais. Voilà. Ils ont besoin de vous vendre quelque chose. Ce que je trouve fascinant, Laurent Richard, c'est que qui pilote ce genre de désinformation ? Enfin, on avait fini par prendre l'habitude que les États pilotent ce genre de choses, la Russie pilote ce genre de choses, des États comme les Philippines pilotent ce genre de choses. Mais ce qui est encore plus terrible, en fait, et l'exemple de Tim Roré est vraiment là-dessus, c'est que non, c'est pas forcément des pays, ce sont des petits groupes qui se sont mis. Donc c'est vraiment c'est du business, c'est une entreprise privée. Autrefois, c'était les pays. C'était surtout et d'abord les pays. La désinformation a commencé comme ça. Et puis il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Là, c'était une société privée au service d'intérêts politiques pour aller influencer des campagnes électorales aux États-Unis en siphonnant Facebook, Angleterre, notamment. en siphonnant Facebook et les datas de millions de citoyens. C'est une industrie parce qu'il y a énormément de technologies impliquées là-dedans. C'est aussi des algorithmes. Ils sont capables donc de créer des milliers d'avatars tous les jours, de synchroniser tout ça. Et ce sont des contrats qui sont passés effectivement dans la plus grande opacité. Notamment quand la question, souvent quand on enquête, on essaie de suivre le parcours de l'argent pour essayer de remonter jusqu'au commanditaire. Et je crois que dans l'infiltration de Frédéric et des collègues de Haaretz, il était proposé de passer par des structures offshore, des cabinets d'avocats domiciliés à Dubaï. De fausses ONG. Ils disent on peut créer une ONG, vous pouvez créer une ONG qui servira de relais. Vous d'ailleurs, vous aviez votre entrée, c'était quoi ? Vous vouliez dénigrer quoi ? Pardon de le dire comme ça, mais c'était influer sur une élection. C'était quoi votre commande ? Le but, c'était de créer une situation politique en tension qui permette de reporter un scrutin dans un pays d'Afrique. Donc ils disent il y a plusieurs façons de procéder. Ils disent on va envoyer massivement des SMS aux populations pour faire passer des fausses infos. Attention, si tel candidat est élu, c'est dangereux. Ils nous proposent de mettre sur écoute des gens de l'opposant au client potentiel, mais aussi de diviser entre elles l'opposition, donc de les mettre sur écoute. Si besoin, de pirater leur messagerie. On a vu en direct le piratage d'une messagerie de personnalités au Kenya, le piratage de Gmail ou de Telegram, tout simplement en profitant d'une faiblesse dans le système de double authentification par SMS. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour vous amadouer aussi, pour vous dire on est compétent, ils vous montrent exactement ce qu'ils sont capables de faire de visu in situ, quoi. Exactement, de visu in situ, et tout a été filmé et enregistré par mes soins. Et ceux de Gourmet Guido et Omer Ben Jacob. C'est bien de les citer. On a beaucoup parlé évidemment sur cette enquête, et c'est normal que ça intéresse les médias français. On a parlé beaucoup de Rachid Mbarki et de BFM Télé, mais non seulement c'est pas un cas isolé, mais c'est, j'allais dire, presque anecdotique, parce que le bras est extrêmement long. En vous lisant, j'ai lu que on allait vers un gouverneur de Californie, vers un homme d'affaires biélorusse, vers un lanceur d'alerte suisse. Enfin, l'éventail est immense, en fait. Ouais, autant que les cibles, en fait. Ça dépend des clients, c'est vraiment à la demande. Si vous les ciblez, par exemple, effectivement, un travail qui a été fait par l'équipe de Story Killers et par les membres du consortium de Forbidden Stories, c'était d'identifier, notamment les journalistes du Monde ont très bien fait ça, d'identifier quand vous rencontrez pendant l'enquête Tim Roré, il vous explique en fait cette armée d'avatars et la plateforme une plateforme qui s'appellerait EMS et qui disposerait de 39 000 avatars. Et en fait, pour les besoins de l'enquête, il a été fait une démonstration pendant l'investigation. Et donc, l'équipe de Roré a dit, on va faire croire que cet animal, l'émeu, va mourir. Et ils ont lancé un hashtag. La mort d'une autruche très connue sur Internet. Voilà. En lançant un hashtag RIP Emmanuel. Et donc, c'était le nom de l'autruche, Emmanuel. C'était le nom de l'autruche. Ça a fait un buzz, ça a été retweeté plein de fois. Et en suivant justement à la trace les bots qui reprenaient ce buzz-là, les journalistes du Monde ont pu justement découvrir tous les bots actifs qui
appartenaient à l'équipe de Roré. Et du coup, de retracer ensuite derrière quelle campagne ils étaient impliqués. Et c'est comme ça qu'on a vu effectivement un certain nombre de personnalités ciblées par ces mêmes bots des années plus tôt. En identifiant 1800 bots, les collègues du Monde ont déjà identifié une vingtaine de campagnes. 1800 sur 39 000. Donc vous imaginez le nombre de campagnes qui restent à découvrir. Alors, histoire de se rassurer un peu, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a forcément de l'engagement derrière ? Est-ce que parfois ça tombe à plat ? Est-ce que parfois ça marche pas ? Comment ça marche ? Ça tombe à plat assez souvent aussi. Okay. C'est-à-dire que effectivement, ils disent beaucoup de choses. Ce sont aussi des commerciaux. Ils vendent des services et pour les vendre, ils ont aussi besoin de raconter une histoire. Et parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche très bien. On le voit avec l'affaire de BFM. Effectivement, là jusqu'au bout, à la fin, ça finit sur une chaîne de télévision française avec un présentateur connu qui donne une information qui a été commanditée auparavant. Et parfois, ça marche moins bien. On a, les journalistes du Monde ont aussi essayé d'évaluer un peu l'impact de ces campagnes sur un tel ou un tel. Par exemple, un lanceur d'alerte d'un scandale en Malaisie qui a valu la démission du Premier ministre. Ils ont essayé à chaque fois de savoir qui était derrière telle ou telle campagne. Ouais. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça veut dire que déjà les GAFA sont totalement débordés parce qu'ils ne savent plus lutter contre ces bots, contre ces faux comptes, etc. Parce que il faut dire que ces faux comptes, ça ressemble pas juste à une fausse tête comme on en voit des fois sur Twitter, comme on le voyait à une époque. Aujourd'hui, c'est fini. C'est très crédible. Exactement. Ouais. C'est quelqu'un qui il y a des photos de vacances, des amis, enfin des choses de ce genre-là. Donc, est-ce que ça veut dire que désormais les GAFA ne peuvent plus lutter contre ça ? Alors, les GAFA, en ce moment, oui, sont débordés, mais on peut aussi parler de nos systèmes judiciaires. Faire un faux passeport, c'est puni par la loi. Faire un faux profil, c'est pas puni par la loi. Le faux profil, c'est le faux passeport pour aller sur les réseaux. Donc c'est toute la démocratie qui doit réfléchir dans son ensemble. Et est-ce que ça veut dire que nous, je repense à BFM Télé, et aux patrons de BFM Télé qui se sont fait avoir comme tout le monde. Je pense à Valeurs Actuelles dont vous parliez ce matin au sujet de cette tribune contre le CICR, qui est bien obligé d'admettre que il aurait jamais dû laisser passer cette tribune, et au fond cette tribune est passée. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on manque de vigilance, nous bien désormais sûr. Les uns les autres ? Oui, je pense que à tous les niveaux, effectivement, déjà on voit dans des rédactions que ça peut se produire, mais aussi en tant que citoyen, avant de relayer, de repartager une information. Parfois, il suffit de cliquer plusieurs fois pour s'apercevoir que finalement c'est une fake news et ça prend pas beaucoup de temps de le faire, mais c'est vrai qu'on perd ce réflexe-là et on participe de nous-mêmes à la désinformation dès l'instant où on retweet quelque chose qu'on n'a pas vérifié. Et peut-être que ça nous fera réfléchir, notamment nous les journalistes d'antenne, Frédéric, sur qui on invite, exactement. Qui a quel pédigré, qui vient d'où. Il faut nourrir la bête à information et le tout info et le cycle de l'information. Il faut être vigilant sur qui sont les experts à qui on donne la parole. Il faut être vigilant sur le fait que c'est pas parce que les réseaux sociaux s'enflamment qu'il y a une actualité. Déjà, si on essaye de faire le tri, on va pas réussir à tout, mais on va réussir à quelque chose. Et rappelons quand même que ce sont aussi des journalistes qui sortent ces scandales. Donc les journalistes sont encore utiles à quelque chose. Laurent Richard, bien sûr. Une dernière chose, parce que Jean-Marc Four vient de s'installer, je pense à l'édito de Jean-Marc hier, et qui disait à juste titre que on pense que ce sont les pays dictateurs, les pays autoritaires qui utilisent ce genre de méthode, ce genre d'usine à troll, etc. Mais en réalité, ce qu'on voit, et ce qu'on voit notamment avec Israël, c'est que c'est aussi les démocraties qui sont capables d'abriter, voire de mettre en place des systèmes de ce genre. On est même en droit de se demander, est-ce que nous aussi, on utilise ça ? Est-ce que c'est devenu également, finalement, un système de défense, d'espionnage, ou etc. Le problème, c'est qu'il y a toute une zone grise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences qui sont officiellement dans les relations publiques, dans l'influence, qui à un moment donné vont franchir cette ligne-là et qui vont commencer à créer des faux profils et qui vont commencer à détourner l'information et par une proximité avec un service de renseignement, même dans une démocratie, vont obtenir une information obtenue illégalement pour aller ensuite détruire la réputation de quelqu'un. Donc oui, ça arrive aussi dans nos démocraties. Il faut être très vigilant. De toute façon, on est face à un marché totalement mondialisé. C'est pour ça qu'on a aussi fait un consortium de 100 journalistes pour s'attaquer à ça, parce que ça se passe dans tous les pays en même temps et ça ne fait aucun sens de traiter le sujet que dans un seul pays. Il fallait avoir une dimension globale, une approche globale. En tout cas, allez la chercher, cette dimension globale. Laurent Richard, merci beaucoup. Frédéric Mettezo également. Sur le site de Forbidden Stories, vous pouvez tout lire sur le site de France Inter, évidemment. Et puis Frédéric, on vous retrouve, vous, sur l'antenne de France Inter dans Secret d'Info. Ce sera samedi à partir de 13h20. C'est ça. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Vraiment. Le 18-20,
Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Sierra Leone. Vous verrez la place que prennent les fanfares dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde et qui s'extirpe avec beaucoup de difficultés d'années de guerre. Pour aller jusqu'à 19h ensemble, sous les radars, Sébastien Eugénie. On ira aux États-Unis, dans l'Ohio, où une ville de 5000 habitants s'inquiète des conséquences sur la santé du déraillement d'un train rempli de produits chimiques. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous Angélique Bouin depuis Bruxelles. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Va-t-on utiliser les quelques 300 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour reconstruire l'Ukraine ? C'est un casse-tête juridique auquel s'attellent les Européens. Le Monde d'après, c'est vous Jean Marfaux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron se rend à Munich pour la conférence sur la sécurité. On va peut-être savoir si le président français a changé pour de vrai sur l'Ukraine, comme veut le croire Volodymyr Zelensky. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Louisiane avec Robert Finlay. Sold Out on You, c'est sur France Inter. Sold out on you. Sad but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. You put me through hell, got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way, no matter how hard I pray. There ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can, but I'm only a man. Le bruit du monde ce soir est à Freetown, capitale du Sierra Leone en Afrique de l'Ouest, qui se relève de plus d'une décennie de guerre civile. Et dans ce pays, la musique a une place centrale, notamment les fanfares qui défilent chaque semaine dans les rues. L'une de ces troupes est composée exclusivement de jeunes scouts qui s'entraînent dur pour leur parade. Grâce à la musique, ils échappent à un quotidien difficile dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Le reste, c'est Rémi Carton et Paul Boyer qui racontent. En fin d'après-midi, la foule des écoliers envahit les rues de la capitale.
En uniforme bleu et blanc, les élèves quittent un à un les classes pour rentrer chez eux. Pourtant, dans cette école primaire au sud de la ville, le son des trompettes résonne. Comme chaque semaine, la fanfare des scouts de Freetown est en plein entraînement. Assise derrière un pupitre, Rosina Lynn, 21 ans, enchaîne les notes sur sa trompette. Je veux savoir comment la musique est fabriquée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire partie d'une fanfare, pour apprendre à jouer et à faire de la musique. Malheureusement, mon père n'est plus de ce monde, mais ma mère est très fière de moi et m'apporte tout le soutien dont j'ai besoin pour faire ce que je veux, tant que c'est bien. Les fanfares jouent un rôle clé dans la société sierra-léonaise. Elles défilent en rythme dans les rues à l'occasion d'une fête religieuse ou d'un événement. Police, pompiers, armée et scouts, donc, tout le monde a sa fanfare. Et pour réussir sa parade dominicale, il faut s'entraîner. Devant le tableau en chef d'orchestre, ici, c'est Charles qui mène le cours. Ici, on s'entraîne avant de jouer dehors. L'entraînement amène la perfection. Chaque jour, on doit en apprendre plus. Chaque jour que Dieu fait. C'est pour ça qu'on est là, à se perfectionner avant les parades. Ils sont 42 à faire partie de la fanfare des scouts et paradent fièrement sous les couleurs blanches et violettes des uniformes de la troupe. Tous ont été recrutés par Dominique Canou, un jeune trentenaire, assistant à la ville chez un avocat de la capitale. Foulard de scout autour du cou, il fait tout pour faire grandir sa petite entreprise. Je me suis demandé comment changer la vie des jeunes, des adultes, des membres de l'association des scouts. Comment puis-je transformer leur vie ? Parce que la musique fait partie de la vie, et moi j'adore la musique. Je me suis rendu compte que les amener à la musique allait changer l'état d'esprit de certains scouts. Du moins, leur éviter de traîner dans des bidonvilles, de causer des problèmes et des ennuis. En 2014, Dominique motive ses amis scouts et investit toutes ses économies dans un tambour, un trombone et 2 trompettes. Aujourd'hui, la troupe a bien grandi et compte 23 instruments, une collection difficile à étoffer par manque de moyens. 3 millions de léones, soit environ 150 €, c'est le prix d'une simple trompette d'occasion. Nous devons jouer 6 dimanches pour générer autant d'argent. Et même pas pour en acheter une neuve, mais pour de la seconde main. Il faudrait qu'on se prive de nourriture pour racheter du neuf. Dominique s'est lancé dans cette aventure 12 ans après la fin d'un violent conflit qui a ravagé la Sierra Leone de 1991 à 2002. Une guerre civile entre rebelles et militaires alimentée par le trafic des diamants. 120 000 personnes ont perdu la vie. Durant la guerre civile au Sierra Leone, les fanfares ont cessé de jouer parce que ce conflit était une guerre brutale. Il y a eu tellement de morts, c'était tout simplement impossible pour les fanfares de sortir sans se faire tuer. Pour oublier, on joue, on défile et on ravive une jolie tradition. L'entraînement bouclé, les scouts improvisent une parade à côté de l'école. Les musiciens investissent la chaussée et les clients des mototaxis sont bien obligés de s'arrêter pour contempler la parade. Au volant de la fanfare ambulante, on trouve Daniel, le meneur. Son bâton de tambour-major dans les mains, il bombe le torse, donne le rythme et guide le pas. Un chauffeur, c'est celui qui conduit une voiture. Donc pour faire simple, c'est moi le pilote, celui qui dirige toutes les percussions, toute la fanfare. Je les oriente, je bouge avec eux pendant toute la parade. Quelques jours plus tard, direction une église du centre-ville. La prêche du pasteur terminée, une marée humaine envahit la rue au rythme des fanfares. La foule endiablée danse, célèbre et encourage les musiciens. Jouer en groupe, c'est génial parce que la musique fait partie de la vie. Ce que j'ai vu aujourd'hui nous donne l'énergie de s'entraîner, d'en faire toujours plus pour notre fanfare. À en croire l'enthousiasme des passants, cette parade a eu beaucoup de succès. À l'avenir, Dominique rêve de lancer une école de musique à Freetown pour que plus jamais les fanfares du Sierra Leone ne perdent de leur ferveur. Et vive les fanfares. Et merci Rémi Carton et Paul Boyer pour le reportage. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie.
Et Sébastien, c'est dans l'Ohio que nous sommes, aux États-Unis, dans la ville d'East Palestine, qui vit en pleine psychose depuis le déraillement d'un train il y a près de 2 semaines. Il était 21h le 3 février dernier quand un train transportant des produits chimiques et toxiques déraille aux abords de cette ville de 5000 habitants, déclenchant un énorme incendie et un panache de fumée noire. À bord de ce train, 5 wagons transportant du chlorure de vinyle, un gaz incolore utilisé dans le plastique notamment et qui peut provoquer des malaises à court terme et des cancers à long terme si on y est exposé de façon chronique. 3 jours après l'accident, le gouverneur de l'État émettait un avis d'évacuation de la ville, parlant de questions de vie ou de mort. Depuis, les rumeurs les plus folles courent dans la région, certains parlant même d'un Tchernobyl américain passé sous silence. Les reportages s'enchaînent dans la ville et sur les télés américaines où pour le moment on n'a dénombré aucune victime, aucun décès. En revanche, les images de poissons morts inondent les réseaux sociaux, 3500 spécimens au total. Alors que risquent aujourd'hui les habitants, notamment avec l'eau? Est-elle polluée? Le gouverneur, encore lui, avait d'abord conseillé de boire de l'eau en bouteille, mais depuis ce matin, il dit avoir reçu les résultats des analyses et l'eau municipale, selon lui, est tout à fait potable. Reste l'air et les fumées toxiques importantes depuis que les pompiers ont brûlé des stocks chimiques pour éviter toute explosion. A priori, encore beaucoup d'inconnus et d'incertitudes, si bien que beaucoup d'habitants hésitent à rentrer chez eux. Seule certitude à ce stade, l'origine de l'accident, pas d'attentat, mais un problème mécanique sur l'essieu du train. En Chine, des manifestations contre la réforme de l'assurance santé. Rien à voir avec les cortèges de près d'1 million de personnes en France, mais l'image est rare. Des milliers de personnes dans les rues de la ville de Wuhan, notamment hier, là où a débuté, je vous le rappelle, la pandémie en effet de Covid-19. Rassemblement aussi dans d'autres villes chinoises, à Dalian ou à Canton. Des vidéos comme celle-là circulent depuis hier sur les réseaux sociaux. Des cortèges très pacifiques, dispersés globalement dans le calme, malgré quelques arrestations. On y voit beaucoup de têtes blanches manifester, car ce sont elles, les personnes âgées, qui sont les grandes perdantes de la réforme en cours. La Chine, on le sait, a été très éprouvée par l'épidémie de Covid. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'assurance maladie, qui sont en fait des caisses gérées localement. Les caisses de Wuhan, par exemple, sont en grande difficulté et pour y remédier, les autorités locales proposent de raboter sur les montants auxquels les Chinois peuvent prétendre pour soigner notamment les longues maladies. Les collectivités locales qui seront peut-être obligées de faire quand même machine arrière pour éviter que le mouvement ne fasse tache d'huile, comme en juillet de l'an dernier quand des clients de banques chinoises dont les retraits avaient été brutalement gelés avaient manifesté avant de pouvoir récupérer une partie de leur argent. Et puis, Sébastien, le Japon voit son nombre d'îles doubler après un recomptage. Oui, les géographes nippons se sont lancés dans un nouveau recomptage des îles de l'archipel. Ça n'avait pas été fait depuis 1987, depuis 35 ans. Exercice très complexe car il est très difficile de compter des îlots. Il faut qu'ils fassent au minimum 100 mètres de circonférence. Ils sont éparpillés sur une superficie de plus de 370 000 km² dans un pays régulièrement soumis à une activité volcanique et à des conditions météo extrêmes où les îles se forment et disparaissent parfois sans que l'on s'en aperçoive. Et donc, après ce recomptage qui utilise une nouvelle méthodologie de cartographie numérique beaucoup plus précise qu'en 87, eh bien, le Japon a beaucoup plus d'îles qu'il y a 35 ans, 2 fois plus. Donc, l'État nippon n'a pas 6000 îles, comme le disait jusqu'ici l'autorité d'information géospatiale, mais 14 125 îles, soit 7273 de plus que les statistiques officielles. L'organisme gouvernemental qui doit publier ses conclusions dans les prochaines semaines a déclaré que les nouvelles informations ne modifieraient probablement pas la taille du territoire du Japon ou des eaux territoriales. Mais le Japon pourrait grappiller quelques places au classement mondial des pays les plus riches en îles, loin derrière toutefois la Norvège et la Suède qui détiennent leur record avec 239 000 îles et 221 000. Eh bien, dites-moi, ça en fait des occasions de s'échouer. Merci beaucoup, Sébastien Logénie. Vous partez avec Television Marquee Moon. C'est un extrait du premier album devenu culte de ce groupe new-yorkais.
Television Marquee Moon sur France Inter. Allez, direction Bruxelles. France Inter. Je suis venu vous parler d'Europe. European Union général. Un jour dans le monde. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin avec cette question simple. Angélique, va-t-on utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire l'Ukraine ? Oui, à Bruxelles et ailleurs, chez nos alliés, on a décidé de ne pas attendre la fin de la guerre pour se poser la question de la reconstruction. Et sous pression de Kiev, notamment, qui le réclame, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait déclaré déjà à l'automne dernier que la Russie devra payer pour toutes les horreurs qu'elle a commises, à la fois devant un tribunal, mais aussi en monnaie sonnante et trébuchante. La Russie doit aussi payer financièrement pour les dévastations qu'elle a commises. Le préjudice subi par les Ukrainiens est estimé à 600 milliards d'euros. La Russie et ses oligarques doivent compenser l'Ukraine pour les dommages et couvrir le coût de la reconstruction du pays. Et on a les moyens de faire payer la Russie. Alors de quels moyens parle-t-elle ? Des quelques 300 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale russe qui dormaient dans des établissements financiers en dehors de la Russie et que les Occidentaux ont gelés, mais aussi des quelques 21 milliards d'euros de biens privés cette fois qui ont été confisqués, vous le savez, à des centaines d'oligarques et de sociétés russes, 1386 précisément, des villas, des yachts, des hélicoptères, des œuvres d'art et puis leurs économies qu'ils ne peuvent plus utiliser. Alors, mais Angélique, vous le dites, ces avoirs sont gelés ou immobilisés, mais ils ne sont pas saisis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut décider de les utiliser pour reconstruire l'Ukraine ? Non, sur le papier, l'idée est sexy, reconnaît une source européenne bien informée, mais la réalité, c'est que c'est à ce stade un vrai casse-tête juridique. Alors, il faut différencier les deux types d'avoirs gelés. Pour ce qui est des biens privés, les yachts, les bateaux, etc., ils ont été gelés par les ministères des Finances des pays occidentaux. Pour pouvoir les confisquer, il faut qu'une autorité judiciaire prouve qu'ils proviennent de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent. À ce stade, aucun État européen n'a réussi à le faire, selon une autre source. Notamment, bien entendu, parce que les autorités russes ne collaborent pas. Oui. C'est en fait très difficile à prouver. Mais alors, il reste les quelques 300 milliards d'euros quand même d'actifs qui appartiennent à l'État russe. Oui, une bien belle somme, difficile également à confisquer et à utiliser en raison de ce que l'on appelle la clause d'immunité souveraine. Un État et ses biens sont protégés par le droit international. Alors l'une des pistes, évoquée d'ailleurs publiquement par la présidente de la Commission en novembre dernier, ce serait de placer ces quelques 300 milliards qui appartiennent à la Russie, d'en récupérer ensuite les intérêts. Là aussi, en fait, ce n'est pas simple du tout juridiquement. Et puis cette somme ne sera sans doute pas à la hauteur des espoirs suscités. À la Commission, des experts en droit planchent activement sur le sujet. Depuis hier, un autre groupe de travail a vu le jour au Conseil, l'institution qui réunit les représentants des États membres, car plusieurs pays européens n'en démordent pas et estiment que l'on doit trouver un biais juridique. Il y a parmi eux, sans surprise, la Pologne ou les pays baltes. Mais le sujet est sensible, car il n'est évidemment pas question pour les Européens de bafouer le droit international. On donne des leçons, Fabienne, au monde entier sur l'état de droit. Il faut donc strictement le respecter. Enfin, on y travaille aussi au niveau du G7, évidemment, avec les Américains. Parce que si l'on trouvait la faille juridique, il ne faudra pas que les Européens s'embarquent seuls dans une éventuelle saisie de cet argent. Et pourquoi donc ? Parce qu'il y a un risque économique pour la zone euro. Si un dictateur africain, par exemple, ou asiatique, savait que Bruxelles peut lui saisir son argent, il ira tout bonnement le placer ailleurs. Une décision collective des 7 pays les plus riches du monde, avec les États-Unis ou le Royaume-Uni, n'aura évidemment pas le même impact. Alors pour résumer, il faudra y aller collectivement, sinon c'est beaucoup trop dangereux. Et puis attention tout de même à ne pas créer trop d'attentes, souffle une source européenne. Il faut que cela soit très solide juridiquement. Or, à ce stade, on n'y est pas. Angélique Boin avec nous dans Un jour dans le monde depuis Bruxelles. Merci beaucoup Angélique. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la conférence sur la sécurité de Munich accueille demain plus de 400 dirigeants pour se pencher sur les questions de sécurité dans le monde. Emmanuel Macron y sera et son intervention sera écoutée avec attention. 1 an après le début de la guerre, le président français a-t-il vraiment changé de logiciel sur l'Ukraine? Vous avez un doute et c'est votre monde d'après. Je crois qu'Emmanuel Macron a changé pour de vrai cette fois. Cette petite phrase de Volodymyr Zelensky dans son entretien au Figaro et au Spiegel allemand a suscité de l'agacement à l'Élysée. Le discours du président français à Munich nous dira si son homologue ukrainien a de la jugeote. Dans les actes, oui, la position de la France a changé. Le soutien militaire à l'Ukraine s'est indéniablement accéléré ces dernières semaines. Les premiers chars AMX arriveront à Kiev la semaine prochaine. De nouveaux canons César vont être livrés. La chaîne de fabrication
fabrication est accélérée. Un système solaire de haute technologie Mamba franco-italien arrivera avant l'été. Des munitions en quantité vont être fabriquées en partenariat avec l'Australie qui fournira sans doute la poudre. Sans oublier que la nouvelle loi de programmation militaire va faire franchir le seuil des 2% du PIB consacré à la défense. Cette évolution est le reflet d'une confiance accrue dans la relation Macron-Zelensky et à l'inverse d'une distance croissante avec Poutine. Le président français ne lui a plus parlé depuis septembre. À l'Élysée, on commence à évoquer une nécessaire défaite de la Russie. Un tabou il y a peu, seule la victoire de l'Ukraine était jusqu'à présent affichée comme objectif. La nuance est importante. La situation a évolué, reconnaît Paris. La prise de conscience est claire. Le sort de l'Europe dépend du sort de l'Ukraine. Donc, Jean-Marc, changement, mais d'où vient votre doute alors ? Disons que la conversion n'est peut-être pas totale, même si à l'Élysée on reconnaît qu'il n'y a à ce jour aucun appétit russe pour la négociation. Paris persiste à penser qu'il faudra parler à Poutine à un moment donné. La volonté d'échange demeure, précise un diplomate qui connaît le dossier. Emmanuel Macron peut revenir au dialogue avec Poutine si le besoin s'en fait sentir. Ça reste quand même une différence majeure avec la Pologne ou les pays baltes qui jugent le dialogue impossible avec un président russe perçu comme un danger absolu et un criminel de guerre. Sur le fond, Paris le croit toujours, la négociation sera un jour inévitable, pourquoi pas via l'ONU ou le G20, donc il faut éviter l'escalade. Et je cite, il faut dessiner un chemin de sortie de crise pour la paix et la stabilité en Europe. Emmanuel Macron se rêve toujours un peu en médiateur potentiel et surtout il estime toujours que cette paix ne pourra se faire sans garantie de sécurité pour la Russie. Là encore, vraie divergence avec la Pologne et les Baltes. Pour eux, la paix en Europe nécessite de repousser la Russie derrière un mur. Si demain à Munich, Emmanuel Macron abandonne toute référence à ces garanties de sécurité pour Moscou ou à cette nécessité de ne pas humilier la Russie, ces formules qui ont tant irrité à Kiev, alors ce sera le signe qu'il a vraiment changé. Et oui, il y a un doute. Alors, Jean-Marc, pardon pour la question à 1000 €, mais qu'est-ce qui est souhaitable ? Couper complètement avec Moscou ou pas ? Bon, sans boule de cristal, c'est pas possible de répondre avec certitude. Pour prendre un exemple, s'il y avait un changement de régime à Moscou, toutes les cartes seraient évidemment rebattues. Mais bon, à défaut de savoir lire l'avenir, on peut au moins rechercher la cohérence. Plus les jours passent, plus l'engagement derrière l'Ukraine s'affirme, plus il devient illusoire de faire de la corde raide entre Kiev et Moscou. Paris ne peut déjà plus prétendre devenir un médiateur. Donc la cohérence, c'est d'abord un soutien militaire sans faille à l'Ukraine. Il faut achever la conversion mentale, réclame un diplomate. Et il faut le faire par un intérêt bien compris. Pourquoi je dis ça ? La France n'est plus perçue que comme une puissance moyenne. Au mieux, elle ne peut aujourd'hui rétablir son statut que par la crédibilité militaire. Pour Paris, comme pour l'Europe en général d'ailleurs, aider l'Ukraine à gagner la guerre, c'est montrer que l'on sait résister à Poutine. C'est le seul moyen de se poser en puissance, y compris dans le reste du monde. La cohérence, c'est aussi de préserver l'unité européenne et aujourd'hui, ça passe nécessairement par une entente avec la Pologne, devenue incontournable. C'est aussi ce qui pourra permettre à l'Europe de s'inviter en temps et en heure à une éventuelle table de négociation. Enfin, la cohérence, c'est de ne pas trop parler. Une loi des reins de la diplomatie. On peut par exemple penser qu'il ne faut pas humilier la Russie, mais ce n'est pas une raison pour le dire. Or, confie un ancien diplomate, parfois sur ces sujets, Emmanuel Macron parle trop. Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est le journal d'Hélène Philly, raccourci. Et juste après, il y a le téléphone sonne, ne changez rien.